Autre pollution dangereuse, radioactive, celle émise par la centrale de Fukushima. 3 ans après la catastrophe, une contamination planétaire. C'est l'une des révélations de votre nouvelle enquête de Pièces à conviction tout de suite. Trois ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi, une équipe de Pièces à conviction a pu pénétrer dans la zone interdite autour de la centrale où les doses de radioactivité peuvent être mortelles. Au Japon, le gouvernement tente de minimiser l'ampleur de la catastrophe, notamment sur le nombre de cancers chez les enfants. Et face aux autorités, il y a ceux qui se battent pour faire éclater la vérité. Pollution de l'air, de la terre, de l'eau. Il y a quelques semaines en Europe, des traces de radioactivité ont même été retrouvées dans notre alimentation. Fukushima vers une contamination planétaire. Une enquête de Lionel de Coninck et Mao Chantrel. « 10.4. C'est dangereux ? Oh oui, dangereux. Oui, c'est trop élevé. Je suis un résistant, un kamikaze. Nous sommes assassinés à petit feu. Si vous souriez, les radiations n'auront aucun effet sur vous. Les litres d'eau radioactifs déversés dans l'océan ont augmenté le risque de contamination. Dans 20 ans, c'est décidé, la Suisse sortira du nucléaire. La décision a été prise juste après la catastrophe de Fukushima, au Japon. 2 nouvelles explosions simultanées se sont produites aujourd'hui dans la centrale de Fukushima. Depuis le tsunami et les explosions en série dans la centrale nucléaire, les Suisses sont devenus particulièrement attentifs à la radioactivité. Non aux poissons japonais radioactifs en Corée du Sud. Le pays interdit désormais tous les produits de la mer provenant de la préfecture de Fukushima. En octobre dernier, à Bâle, un laboratoire fait une découverte. Dans les supermarchés suisses, des poissons radioactifs. Des thons surgelés venus de l'océan Pacifique qui contiennent du césium-137 et du césium-134. La preuve, selon Markus Zeringer, que ces poissons ont bien été contaminés par la catastrophe de Fukushima. Les deux, vous voyez, ils sont les deux, le césium-134 et le 37. En quelle quantité ? 0,1 jusqu'à 0,5 becquerel par kilogramme. Pour le chef du laboratoire, ces poissons ne sont pas dangereux pour la santé, car bien en dessous des normes. Il va analyser pour nous un autre échantillon. Alors, ça, qu'est-ce que c'est comme poisson ? C'est un cabillaud. Un cabillaud du Pacifique. On a acheté dans un magasin à Bâle pour faire une analyse sur le césium. Si on trouve les deux isotopes en même temps, le césium-134 et 137 aussi, on peut dire ça vient du Fukushima, oui. Finalement, nous apprendrons que ce cabillaud est également contaminé par les rejets de Fukushima, à des doses non dangereuses selon les normes officielles. Un avis que ne partagent pas certains spécialistes de l'autre côté de la frontière, en France. Pour Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire, dire que la radioactivité est inoffensive est une hérésie. Ok, merci. En matière d'exposition à la radioactivité, il n'y a pas de seuil d'innocuité. C'est-à-dire que le premier becquerel, le premier rayon bêta-gamma qui va frapper votre organisme, de l'extérieur ou de l'intérieur, peut être à l'origine d'un cancer qui pourra se développer dans plusieurs décennies. Une contamination radioactive qu'il faut donc combattre. Une guerre sans fin qui fait rage à l'autre bout du monde depuis 3 ans. Au Japon. Ce jour-là, un tremblement de terre de magnitude 9 survient au large des côtes nippones.
Quelques dizaines de minutes plus tard, un gigantesque mur d'eau vient frapper toute la côte Est. La vague meurtrière fait plus de 20 000 victimes. Aujourd'hui encore, 5 000 personnes sont toujours portées disparues. Mais le tsunami va aussi dévaster la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Voici l'instant fatidique. L'énorme vague frappe les bâtiments. Noyées, les turbines de refroidissement rendent l'âme. Les réacteurs entrent alors en fusion et provoquent des explosions. Le monde assiste au plus grave accident nucléaire depuis Tchernobyl. Un nuage radioactif s'échappe de la centrale et recouvre une grande partie du pays. Les autorités décident alors d'évacuer 300 000 personnes et elles créent une zone interdite, ici en rouge, de 20 puis 30 km autour de la centrale. Trois ans plus tard, autour de Fukushima, les traces du tsunami n'ont pas disparu. À perte de vue, des montagnes de déchets, restes de maisons, de meubles, voitures et camions broyés. Toute la région n'est qu'un immense chantier de décontamination. Partout où le nuage radioactif est passé, des armées d'ouvriers grattent le sol et enlèvent 5 cm de terre, qu'ils déversent ensuite dans des immenses sacs noirs, que d'autres ouvriers empilent à leur tour, faute de savoir quoi en faire. Le gouvernement japonais l'affirme, la situation est sous contrôle. Mais les habitants de la région, eux, sont inquiets et ils ont décidé de prendre les choses en main. Comme à Minamisoma, à 20 km de la centrale. La ville a été évacuée au lendemain de l'accident nucléaire. Mais depuis avril 2012, Minamisoma n'est plus dans la zone interdite. Ici, les habitants mesurent eux-mêmes cette radioactivité qui, pensent-ils, les empoisonne. Des dizaines d'associations indépendantes se sont ainsi créées au lendemain de la catastrophe. Vous allez voir le centre de stockage. C'est là où les matériaux radioactifs sont stockés. Ils les empilent et puis ça devient des montagnes de déchets. Armés de compteurs Gégère, ces responsables associatifs répondent aux appels au secours des habitants. Ils ont rendez-vous dans une belle maison au pied d'une colline. La demeure vient d'être décontaminée par les services de la ville. Mais le propriétaire, lui, n'est pas rassuré. On va mesurer partout. La limite légale mise en place par le gouvernement japonais est de 0,23 microsieverts par heure, soit 1 millisievert par an. Au-dessus, selon les normes internationales, la radioactivité est dangereuse pour la santé. C'est vraiment une belle maison. Elle serait encore plus belle si elle n'était pas radioactive. Cette maison appartient à un artisan renommé qui fabrique des céramiques traditionnelles. La visite commence et les compteurs crépitent déjà. Plus de 20 fois la norme de sécurité. Cette maison a été complètement décontaminée. Et le gouvernement prétend que toutes les matières radioactives ont été éliminées et enlevées. Mais ici, sur le béton, mon compteur Gégère affiche presque 5 microsieverts. Normalement, un humain ne peut pas être exposé à plus de 1 millisievert par an. Ici, nous avons une exposition annuelle de plus de 4,3 millisieverts. Si nous étions à Tchernobyl, nous serions dans une zone d'évacuation où il serait interdit de vivre. Personne ne devrait vivre ici. Le propriétaire des lieux a envoyé sa femme et ses 3 enfants s'installer à 300 km de là,
Mais lui n'a pas l'intention de partir. Depuis la catastrophe, Koichi Oyama vit seul ici. Je suis arrivé ici il y a 15 ans, avec une tronçonneuse, et j'ai tout déblayé moi-même. J'ai construit cette maison de mes propres mains. J'ai même dessiné le jardin, la maison, tout. Koichi Oyama l'affirme, sa situation financière est catastrophique. Il n'a reçu aucune aide et faute de clients, il n'a plus de revenus. Mais tous les ans, il doit encore payer ses impôts locaux. Sur la terrasse, les compteurs s'affolent, plus de 40 fois au-dessus de la limite. Vous avez une maison magnifique, pourquoi vous n'essayez pas de la vendre? Personne ne va acheter cette maison. Pourquoi? Personne. Parce que c'est une zone irradiée. Nous sommes dans la zone contrôlée. Personne ne veut acheter une maison ici. À Minamisoma, la radioactivité est partout. Devant toutes les écoles de la région, le gouvernement a installé des appareils de mesure. Pour rassurer les parents, les taux de radiation sont affichés en temps réel. 0,13 microsieverts de l'heure, un taux bien en dessous de la limite. Mais à quelques mètres de là, au bord de la route, le compteur monte à 0,8 microsieverts de l'heure. Plus de 5 fois la mesure officielle prise devant l'école. Toute l'école a été décontaminée. Alors bien sûr, les niveaux de radiation sont moins élevés. Mais si vous marchez juste 10 mètres, les niveaux changent et sont multipliés par 4 ou 5 fois. Dans certains endroits, les niveaux seront multipliés par 10. Si vous voulez mon avis, ces appareils de mesure ne servent à rien. C'est du gaspillage d'argent public. C'est de la radiation naturelle ici? Bien sûr que non. Si c'était naturel, les niveaux seraient à 0,05 microsieverts. Officiellement, toutes les écoles de la région ont été décontaminées. Nous sommes à Iwaki City, à 40 km au sud de la centrale nucléaire. À l'école élémentaire ce jour-là, c'est l'effervescence. Les élèves reçoivent la star de l'équipe locale de baseball, le sport national. Et dans un recoin du stade, 3 mères de famille s'affairent. Elles ont elles aussi créé une association et décidé de contrôler les mesures de radioactivité officielles. Mètre après mètre, elles sondent le stade. Cet endroit juste ici est le plus élevé de l'école. Il est à plus de 0,18 microsieverts. C'est plutôt élevé pour une cour d'école. C'est à un niveau où on nous certifie qu'il n'y a aucun problème pour la santé. Mais si on le compare à avant la catastrophe, c'est quand même 3 ou 4 fois plus élevé. Après le stade, la cour de récréation. Inquiètes pour la santé de leurs enfants, ces mères de famille ne laissent rien au hasard. C'est une tablette avec un GPS qui enregistre directement la mesure de radiation. Les responsables de l'école affirment que tout va bien, même s'ils ont parfois du mal à masquer leurs troubles. L'école a-t-elle été décontaminée? Oui, ils sont venus élaguer les arbres derrière l'école. Et puis aussi couper les arbres là-bas. Mais il n'y a pas eu de décontamination officielle. Mais c'est sans danger pour les enfants de jouer ici? Vous me posez cette question d'un point de vue personnel? Alors c'est no comment.
Derrière le directeur adjoint, non pas un, mais 2 appareils de mesure de radiation. L'un affiche 0,9 microsieverts et le deuxième une mesure différente et beaucoup plus élevée, 0,14 microsieverts de l'heure. C'est une longue histoire. De ce que je sais, un de ces appareils de mesure a été fabriqué par une société. Mais la précision n'était pas satisfaisante. Alors le ministère des Sciences a fait annuler le contrat. Et après, de nouveaux appareils ont été installés. Je crois qu'il y a un procès en cours. Et est-ce qu'ils donnent les mêmes mesures? Je crois que celui de ce côté-là marche mal. La machine ne donnait pas satisfaction. Une histoire étrange. Partout dans la région, au cours de notre voyage, nous avons rencontré ces appareils de mesure côte à côte. Souvent, le compteur Geiger officiel du gouvernement japonais affiche des taux de radioactivité inférieurs à celui installé juste à côté. Pourquoi cette différence? Retour à Tokyo. Dans ce petit hangar, l'entreprise qui fabrique les compteurs, aujourd'hui remplacée. Lui, c'est le patron, Monsieur Toyota. C'est ce qui avait été commandé par le ministère des Sciences. Ils ont commandé 600 systèmes de dosimètres en temps réel, comme cela. Et ils les ont installés dans la préfecture de Fukushima. Mais quelques semaines après la mise en service des premiers appareils, le ministère lui demande de modifier les mesures. Motif, les appareils affichent une radioactivité trop élevée. La lettre du ministère est claire, le ton est ferme. Tenez, voilà la lettre que le ministère des Sciences nous a envoyée. Elle est datée du 26 octobre 2011. Et ici, il est écrit « Parce que vos relevés sont trop élevés ». En fait, ils sont allés inspecter 6 de nos dosimètres sur place. Et selon eux, nos appareils affichaient une radioactivité bien plus élevée que celle de leur propre compteur Geiger. Donc, ils écrivent que nous devons absolument corriger cela. Et ils nous demandent de faire ces modifications immédiatement. Problème, les appareils de Monsieur Toyota sont fabriqués aux États-Unis selon les normes internationales. Et le fabricant américain ne veut rien savoir, il refuse de les modifier. Nous avons contacté le fabricant aux États-Unis pour lui demander de baisser les données. Ils ont répondu que leur matériel était conforme aux standards internationaux. Donc ils ne voyaient pas pourquoi ils devaient les conformer aux standards japonais. Ils ont rejeté notre demande. Les mesures de la radioactivité sont aléatoires. Une pondération de plus ou moins 20% est appliquée. Mais par précaution, la plupart des pays affichent la mesure la plus haute. Les autorités japonaises n'ont pas souhaité répondre à nos questions, prétextant le procès qui les oppose à la société de Monsieur Toyota. Minimiser les risques, de peur d'effrayer la population. Un procédé qui, depuis le début de la catastrophe, exaspère les Japonais. Pour dénoncer les propos rassurants, certains reporters n'hésitent pas à utiliser des appareils photo dissimulés, dont l'usage est peu répandu au Japon. Ce journaliste d'investigation ne nous montrera donc pas son visage. Shun Kirishima est son pseudonyme. Depuis 3 ans, pour photographier l'intérieur de la centrale, il se fait régulièrement embaucher comme ouvrier. Ce jour-là, il est reçu dans un syndicat à Tokyo pour témoigner de ce qu'il a vu. Autour de la table,
des travailleurs du nucléaire. Ils ne veulent pas apparaître de peur de perdre leur emploi. Quand tu regardes la mer, c'est tellement beau. Mais à l'intérieur de la centrale, c'est atroce. Et ça a été pris où? C'est la turbine du réacteur 1. C'est le tuyau de l'eau contaminée. C'est celui qui a cassé. Au cœur de la centrale, un travail pénible et dangereux. Les 5000 travailleurs du nucléaire sont tous volontaires. Shun Kirishima, lui, considère que prendre ces photos, c'est son devoir. J'accepte les risques. J'ai 48 ans, je ne suis plus très jeune. Ce n'est pas grave. Je voulais connaître la vérité. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important? Il faut prendre ce risque pour découvrir ce qui se passe réellement dans la centrale nucléaire. Alors, le journaliste accepte de m'accompagner au plus près de la centrale de Fukushima. Depuis 2012, la zone d'exclusion n'est plus un arc de cercle de 30 km autour de la centrale. Elle suit presque le parcours du nuage nucléaire et de la contamination radioactive. Impossible d'entrer dans la zone rouge sans autorisation. L'accès à la presse est rare et très encadré. Mais le journaliste japonais dispose d'un laissez-passer. Je vais pouvoir pénétrer dans la zone interdite en me cachant dans le coffre de sa voiture. On va arriver au checkpoint. S'il te plaît, ne parle pas. Reste silencieux pendant quelques minutes. Bonjour. Bonjour, tout va bien? Rien à déclarer? Ok, bonne journée. Au bout de quelques kilomètres, dans un endroit discret, je peux sortir. Mais Shun Kirishima me conseille alors de me dissimuler le visage. Okay. Faut que je m'habille comme ça au cas où on me voit pour que j'ai l'air à peu près japonais, qu'on ne reconnaisse pas en tout cas que je suis un étranger. Do I look Japanese? Est-ce que j'ai l'air japonais comme ça? I look Japanese? Yeah. Ouais. Okay. Ça sera plus discret comme ça. Nous roulons vers la centrale. Le compteur Geiger se met à sonner, signe que nous sommes bien au-delà de la limite de sécurité de 0,23 microsieverts de l'heure. 10,4. C'est dangereux? Oh oui, dangereux. Oui, c'est trop élevé. 10,4? 10,4. 10,4, trop élevé, trop dangereux. Tiens, regarde. Ici, si tu tournes à gauche, à 1,5 km, c'est la centrale nucléaire. Le journaliste nous emmène sur le parking de l'ancienne école de Futaba. Un appareil de mesure officielle du gouvernement affiche 50 fois la norme. Et Shun Kirishima est en colère. Regardez, ils ont mis la batterie sur le sol et elle bloque les rayons gamma. Il y a la batterie, une plaque en acier et après l'appareil. Donc les rayons gamma, ils n'arrivent pas jusqu'au capteur. Et comme ça, les mesures officielles sont faibles. Pour le prouver, il s'éloigne de 2 mètres, dans l'herbe. Son compteur Geiger affiche 21 microsieverts de l'heure, près du double de la mesure officielle. Et derrière l'école, les compteurs vont s'affoler. Près de 40 microsieverts. Et si on le pose par terre, là on change d'unité de mesure. Nous sommes passés en millisieverts, 0,30 millisieverts, c'est-à-dire 300 microsieverts. Plus de 1300 fois la norme de sécurité. Le gouvernement japonais l'affirme, la ville de Futaba est condamnée pour plusieurs décennies.
Les gens ne pourront pas revenir ici avant au moins 10 ans, 50 ans. Si quelqu'un vient vivre ici, il s'exposerait à recevoir 50 fois la dose de sécurité annuelle. Plus de 50 millisieverts par an, ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'on reste trop longtemps ici. Il faut y aller. Vous venez ici souvent? Vous prenez des risques insensés. J'ai travaillé longtemps à la centrale nucléaire de Fukushima, alors bon, je ne suis plus vraiment inquiet pour moi. Mais pour les gens normaux comme vous, il faut éviter de rester trop longtemps dans cette zone. Dans la zone d'exclusion, les mesures de radioactivité sont bien au-delà des normes. Dans les villages autour de la centrale, abîmés par le tremblement de terre de mars 2011, le temps s'est figé. Mais le gouvernement ne désespère pas de faire revenir un jour les habitants. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs refusé de quitter leur maison. Ce fermier vit à 14 km de la centrale. Je suis un résistant, un kamikaze. Je suis un éleveur terroriste. Masami Yoshizawa vit là avec ses 300 vaches. Toutes sont contaminées. Les vaches marrons sont des vaches typiquement japonaises, très différentes des vaches noires. Elles ne peuvent pas être vendues sur les marchés et on ne peut pas les manger. Le gouvernement nous interdit de les donner, de les vendre ou de les emmener ailleurs. L'éleveur a touché 200 000 € d'indemnisation de TEPCO, l'opérateur de la centrale. Regarde, c'est à 7.9. 7.6 microsieverts. Ça va haut par ici. Masami Yoshizawa a décidé de rester là, malgré les risques. Je suis un éleveur, jusqu'à la fin. Je suis un éleveur qui nourrit son troupeau tous les jours. Même si je ne peux pas vendre mes bêtes. Il y a eu un accident, ça n'a pas d'importance. Les explosions nucléaires, c'est la vie. Mais quoi qu'il arrive, je continuerai à prendre soin de mes animaux jusqu'à la fin de ma vie, pendant les 20 prochaines années. Et ces vaches sont malades. Un an après la catastrophe, sur leur pelage, des taches blanches sont apparues. Depuis août 2012, ces marques blanches ont commencé à se développer. Ce sont des vaches au poil noir. On voit ces points blancs sur leur cou, leur dos et partout sur leur corps. Ça s'est un peu atténué, mais ces vaches-là aussi en ont. Je pense que c'est probablement dû à l'exposition à la radioactivité. Je pense à une mutation de la peau, une mutation de la pigmentation, quelque chose comme ça. Plus de 200 de ces vaches sont mortes depuis l'accident et il ne sait pas pourquoi. Les vétérinaires du gouvernement sont venus faire des analyses, mais ils n'ont jamais envoyé les résultats. Cette vache est morte tout d'un coup. Elle avait l'air en bonne santé et elle est morte tout d'un coup. Je ne sais pas pour quelle raison. Son petit veau est mort avec elle. Je ne sais pas pourquoi. Elle était en pleine forme. Le fermier a un rituel, un petit mémorial pour chaque vache qui disparaît. Mais sa santé à lui, Masami Yoshizawa ne veut pas en entendre parler. Je suis allé faire des examens. Ils ont vérifié mon ADN 2 fois. Ils ont dit que tout irait bien. Ils ont dit que peut-être il y avait quelques raisons de s'inquiéter, mais que j'étais toujours dans la norme. Plus vous êtes jeune et plus vous devez vous inquiéter. Mais j'aurai 60 ans l'an prochain. Je suis âgé, alors je n'ai pas peur. Il a accepté néanmoins de nous confier son dossier médical. D'après cet examen, son ADN est abîmé.
Et le médecin japonais qui l'a ausculté a noté à la main un commentaire. Un taux légèrement élevé, mais pas de problème. Une annotation qui a le don d'énerver ce médecin. Il a longtemps travaillé en Ukraine, après la catastrophe de Tchernobyl. Nous avons vu les résultats d'un éleveur et son ADN a changé, mais le médecin a dit pas de problème. C'est ce que le docteur a dit, c'est très dangereux. On ne peut pas savoir ce que cette augmentation veut dire. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il se passe quelque chose de grave dans votre corps. Et qu'est-ce qu'il se passe si votre ADN est endommagé? Le risque de cancer est très élevé. Mais à Tchernobyl, même s'il y a eu un très fort taux de cancer, d'autres maladies y sont apparues. En fait, le cancer ne représentait plus que 10% des maladies suite à l'accident de Tchernobyl. Les autres maladies très répandues étaient les maladies cardiaques. Parce qu'en fait, quand le césium rentre dans le corps, il se fixe d'abord sur le pancréas et sur le cœur, et il se concentre là. Et après, il se diffuse dans le corps. C'est ce que nous avons appris. Ce risque pour la santé des hommes est présent à Fukushima depuis mars 2011, quand les enveloppes des réacteurs ont été soufflées les unes après les autres, libérant un panache hautement radioactif. Et face à la crainte d'une épidémie de cancer de la thyroïde, le gouvernement japonais a mis en place une gigantesque étude médicale, le FHS. De 0 à 18 ans, les 360 000 enfants de la région doivent subir un scanner complet et une échographie de la thyroïde. Mais pour les familles, cette étude est menée en dépit du bon sens. Koriyama, à 50 km de la centrale. Cette ville a été fortement contaminée lors du passage du nuage. Et les familles ont peur pour leurs enfants. Et regarde, tu avais encore des cheveux. Oui, j'avais des cheveux. Tokiko Noguchi a 2 enfants. Yume, 13 ans, et Rintaru, un petit garçon trisomique de 9 ans. Son fils a perdu ses cheveux juste après la catastrophe à cause du stress, disent les docteurs. Je suis sûre que nous avons été en grand danger le 15 mars. Il y a eu un laps de temps de plusieurs heures après l'explosion. Ce jour-là, le vent a amené le nuage radioactif vers nous. Il y a eu une tempête de neige le 15 et tout Koriyama s'est retrouvé trempé par les radiations. Et l'année dernière, comme tous les enfants de la région, Yume et Rintaru ont participé à l'étude officielle FHS. Ils se sont donc soumis à une échographie de la thyroïde. Les parents doivent signer une autorisation pour que les enfants passent l'échographie. Et le résultat arrive dans une enveloppe, adressée à l'enfant. Regardez, il y a écrit à l'attention de M. Rintaro Noguchi. Et sur l'enveloppe, il y a écrit privé et confidentiel. Ce qui signifie qu'il est le seul à pouvoir ouvrir la lettre. C'est n'importe quoi. Il est en CE1 et il est handicapé. Alors nous avons ouvert l'enveloppe. Et voilà les seules informations que nous ayons eues. Il est écrit qu'il y a des kystes de moins de 20 mm, sans préciser quelle taille ou combien il y en a. Aucune image, aucune mesure. Et à la fin, ils écrivent « Il est A2 ». Le prochain test est censé avoir lieu dans 2 ans. J'étais scandalisée. Ils disent qu'il y a des kystes, mais d'attendre pendant 2 ans, qu'est-ce que cela veut dire? J'étais choquée, mais surtout, j'étais très en colère. Les 2 enfants de Tokiko ont été classés dans la catégorie A2. Selon les documents transmis aux parents, voici les différents cas de figure après l'exposition aux radiations. A1, votre thyroïde est saine, il n'y a aucun problème. A2,
il n'y a pas de problème non plus, mais les enfants présentent des kystes et éventuellement des nodules. Les deux autres catégories, B et C, nécessitent des examens approfondis, voire une opération. Ce manque d'informations ne rassure pas les parents. D'autant qu'à ce jour, 75 enfants sont déjà atteints d'un cancer de la thyroïde dans la région. C'est au moins 15 fois plus que la normale. Alors partout, des associations se mobilisent pour connaître la vérité. Comme dans le village de Miharu. Ici aussi, le nuage est passé en mars 2011. Ce jour-là, de nombreuses familles patientent dans la salle de spectacle de l'école. Ça ici, c'est son œsophage. Et là, vous voyez la tache noire, c'est ce qu'on appelle un kyste. Ce docteur est un spécialiste du cancer de la thyroïde. Il pratique ses dépistages bénévolement. Elle a un nodule sur sa glande gauche de la thyroïde. Il mesure 8,2 mm sur 3,6 mm. Selon ce spécialiste, les tests officiels de la région de Fukushima ne sont pas fiables. Contrairement à ce que disent les autorités, il affirme que le Japon est menacé par une épidémie de cancer. Je pense qu'il est possible de se retrouver face à un grave problème dans 15 ou 20 ans. De nos jours au Japon, des gens vivent là, où la radioactivité, à 1 mètre du sol, peut aller jusqu'à 20 millisieverts. Si on appliquait les normes de Tchernobyl, le gouvernement devrait reloger les citoyens, dès que les radiations sont supérieures à 3 millisieverts par an. Mais au lieu de ça, le gouvernement laisse des gens vivre dans des endroits qui vont jusqu'à 20 millisieverts. Alors si ça continue comme ça, nous allons au-devant de graves problèmes. Près d'une centaine de familles inquiètes se pressent pour voir le docteur Nishio. Alors, quel est le résultat? Le docteur a dit que tout allait bien. Quel soulagement! Face au silence du gouvernement, ces associations apportent un peu de réconfort et d'espoir. Vous savez, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. Après tout, la radiation est partout autour de nous. Nous ne savons pas quand aura lieu la prochaine explosion. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Alors, pour protéger nos enfants des radiations, et parce que nous sommes assassinés à petit feu, nous devons faire quelque chose. C'est une approche très passive, mais nous devons nous battre contre l'adversité. Des parents désarmés face à des autorités japonaises jugées peu crédibles. Tout a commencé quelques jours après la catastrophe, avec le discours du conseiller nucléaire du gouverneur de Fukushima. Sur cette vidéo, largement partagée ensuite sur Internet, le docteur Yamashita tient des propos qui ont scandalisé le Japon. Si vous souriez, les radiations n'auront aucun effet sur vous. Si vous ne souriez pas, vous en ressentirez les effets. Cette théorie a été prouvée par une expérimentation sur les animaux. Le docteur Yamashita a refusé notre demande d'interview. Mais nous avons pu rencontrer son successeur, le docteur Suzuki. Pour lui, les familles s'inquiètent sans raison. Un sujet A2 n'a pas à recevoir de traitement médical. Même s'il a des kystes? Oui, pas de problème. Selon le docteur Suzuki, le nombre de cancers de la thyroïde chez les enfants n'a rien d'anormal. Et le plus grand danger serait d'affoler les populations. Ceci est très important. Oui, très important. La radiation est invisible et les dommages dus aux effets des radiations n'apparaissent pas tout de suite. Alors, bien sûr, c'est normal. Les gens étaient inquiets au moment de l'accident. Mais je crois
et c'est mon opinion personnelle, qu'au-delà des radiations, la peur des radiations est encore plus néfaste pour la santé des citoyens japonais. Des radiations dont il ne faudrait surtout pas avoir peur. Vous me comprenez? Mais dans le doute, l'université de Fukushima construit un immense centre de recherche et de traitement des effets des radiations. Ouverture prévue en 2016. Le Japon, donc, se prépare encore des jours sombres. Alors, pour tenter de contrôler l'incontrôlable, le gouvernement a installé dans la ville de Fukushima, à 60 km de la centrale, le quartier général de crise. Tous les ministères concernés sont présents. Plus TEPCO, la compagnie d'électricité qui gère la centrale. Masato Kino est à la tête de ce site depuis la catastrophe et il n'est pas prêt d'en partir. Nous sommes là depuis presque 3 ans déjà. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il nous faudra encore rester ici. Mais cela va prendre 30, 40 ans pour arriver à se débarrasser des radiations. Alors visiblement, nous allons devoir travailler ici encore quelque temps. 40 ans pour démanteler le site. Mais pour l'heure, il faut refroidir les 3 réacteurs en fusion, les arroser en permanence. La tâche est inhumaine, les bâtiments en ruine fuient. Des centaines d'ouvriers se relaient en dépit du danger pour tenter d'endiguer la contamination avec les moyens du bord. Alors inexorablement, tous les jours, 300 tonnes d'eau hautement contaminée se déversent dans l'océan Pacifique. Les gens sont inquiets pour l'environnement. Parce que cette eau, ultra radioactive, s'écoule dans la mer. C'est légitime. Et tout le monde est inquiet, notamment pour l'industrie de la pêche. Il nous faut donc absolument résoudre au plus vite le problème de l'eau contaminée. Cette eau radioactive qui s'échappe de la centrale dans le Pacifique contamine les poissons. Ce murasoi, pêché l'année dernière, présente plus de 2500 fois la limite radioactive autorisée. La pêche est interdite jusqu'à 40 km des côtes. Alors, les chalutiers d'Iwaki sont contraints de partir au grand large. Ils ne sont autorisés à pêcher qu'une quarantaine d'espèces et doivent soumettre une partie de leur prise à des analyses. Sur le quai, les fonctionnaires de la préfecture de Fukushima les attendent. On va emmener ces poissons au laboratoire. Ensuite, on les analyse pour vérifier la radioactivité. Ces derniers mois, les résultats publiés par le laboratoire de la préfecture se veulent rassurants pour que les poissons puissent être vendus ou dégustés par les pêcheurs. Vous allez les manger ? Oui, bien sûr. Du poulpe. Et vous mangez ça cru ? Oui, bien sûr, je les mange. Ce n'est pas contaminé. 0 radiation. Celui-là, 0. Celui-là, 0 radiation. Le poulpe, les calamars, font partie des espèces autorisées car peu sensibles à la radioactivité. Mais les pêcheurs, eux, voudraient une reprise totale de la pêche. Cette surveillance permanente montre qu'il y a encore des poissons au-dessus des normes, au-delà des 100 becquerels. Mais chaque fois qu'on vérifie, les niveaux baissent. Mais le gouvernement veut être très prudent. Alors, il ne nous permettra de pêcher qu'après avoir vérifié des centaines de fois. Et le gouvernement japonais l'affirme, tant que la contamination continue,
la pêche sera strictement surveillée et réglementée. L'Institut japonais de recherche météorologique participe à cette surveillance. À la demande du gouvernement japonais, Michio Aoyama étudie depuis 2011 le parcours de la radioactivité dans les eaux du Pacifique. Et sa théorie se veut rassurante. D'abord, les substances radioactives échappées du réacteur nucléaire de Fukushima rentrent dans le courant Kuryosho et commencent à partir vers l'est. Mais malgré tout, ça ne va pas loin vers l'est. De 2011 au printemps 2012, les substances radioactives voyagent vers l'est, là où le courant se refroidit, puis elles coulent au fond de l'océan. Elles descendent profondément, et après elles changent de direction et vont vers le sud. Après elles repartent vers l'ouest, vers nous, vers le Japon. Donc une partie revient vers le Japon, et les substances qui sont restées à 2500 ou 3000 km de Fukushima, elles ont déjà coulé à 400 mètres de profondeur. Pour le professeur Aoyama, il n'y aurait donc rien à craindre pour la faune et la flore du Pacifique. Vous êtes sûr? Il n'y a aucun problème pour les poissons du Pacifique. Oui, aucun problème. Le seul problème, c'est pour les poissons à proximité immédiate de la centrale. Nous savons que la radioactivité endommage un tout petit peu l'ADN des poissons qui grandissent là, à côté de Fukushima. Une fois que les poissons partent au large, qu'ils nagent près de la surface ou plus profondément, il n'y a aucun problème, même si la radioactivité est très concentrée. Donc on peut manger les poissons? Oui, on peut les manger. Moi, je les mange. À Tokyo, cette théorie laisse perplexe une éminente scientifique. Ce jour-là, Hisako Sakiyama est l'invité du Centre d'information sur la radioactivité. Et quand on parle à la directrice de recherche de l'Institut des sciences radiologiques de la théorie du professeur Aoyama, voici sa réaction. Il dit que même si les poissons pénètrent dans de l'eau hautement radioactive, il n'y aura aucun problème. Vraiment? Vous plaisantez? C'est étonnant. Je n'ai jamais entendu ça. Vous parlez bien du docteur Aoyama, le spécialiste de la mer. Même s'il y a un filet qui empêche les poissons de sortir, l'eau contaminée circule librement. Et le césium va adhérer au sable et à l'argile et couler sur le fond de l'eau. Mais quand même, il y a les poissons qui se nourrissent au fond de l'eau et qui naviguent. Bien sûr qu'il y aura un effet. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'effet. Je ne comprends pas pourquoi il a dit ça. Malgré les assurances du gouvernement japonais, la crainte de la contamination radioactive du Pacifique serait donc bien réelle. Et cette crainte se propage de l'autre côté de l'océan, aux États-Unis. Nous sommes à San Francisco. Toutes les semaines, ces bénévoles arpentent les plages à la recherche de débris du tsunami. Pour ces défenseurs de l'environnement, cette contamination est un drame. Cet océan, c'est notre vie. La mer, c'est 70% de la planète. Alors bien sûr que cette catastrophe va avoir une influence sur la mer. C'est une tragédie. Depuis là-bas jusqu'ici, ça va avoir des conséquences pour la faune. Le gros des débris du tsunami devrait arriver au printemps sur les côtes américaines. Mais les scientifiques, eux, s'inquiètent surtout pour la faune. Dans son laboratoire de l'université de Stony Brook, dans l'État de New York, ce biologiste marin conserve des morceaux de thon radioactifs. Ce sont des thons du Pacifique. Ils ont été attrapés entre 15 et 150 km au large de San Diego. Après analyse, le biologiste est catégorique. Ces thons ont été contaminés au césium 137 et 134
par les rejets de la centrale de Fukushima. Ce pic n'apparaîtrait jamais si le poisson n'avait pas été contaminé par la radioactivité de la centrale de Fukushima. Sans ce pic de césium 134, on verrait uniquement une légère activité. Le long de la côte californienne, la communauté scientifique se mobilise. À l'Université de Californie, Daniel Hirsch enseigne la politique nucléaire. Il est persuadé que Fukushima est une catastrophe aux conséquences planétaires. Nous savons qu'il n'existe pas de seuil d'innocuité à la radioactivité. Les litres d'eau radioactifs déversés dans l'océan ont augmenté le risque de contamination. À quel point? Nous ne savons pas. L'accident de Fukushima était un accident global et il y aura des conséquences planétaires. Lesquelles? Nous ne savons pas. Elles ne seront pas nulles, elles ne seront pas non plus massives, mais il y aura des conséquences sanitaires pour l'homme. En Californie, par crainte d'une contamination des eaux du Pacifique, la vigilance demeure. Et en Europe, qu'en est-il? Si les océans ne sont pas touchés, le nuage radioactif, lui, est bien arrivé jusqu'à nous. Avec quelle ampleur? En France, des scientifiques ont tenté de le déterminer. Nous sommes près de Paris. C'est un accident majeur. Effectivement, c'est une catastrophe, oui. L'IRSN a cherché à évaluer le parcours du nuage radioactif de Fukushima. Et voici le résultat. Le panache s'est propagé dans le Pacifique, d'accord, en direction du continent nord-américain, a touché les côtes nord-américaines entre les États-Unis et le Canada, puis la Californie, a progressé sur le continent nord-américain ainsi que notamment dans l'Alaska, a traversé l'Atlantique et sorti vers Boston et a progressé dans l'Atlantique, progressé aussi par le pôle Nord pour toucher l'Europe du Nord par la Suède, après et l'Est de l'Europe, puis avec un flux nord-sud et est-ouest, a touché progressivement la France. Ce n'était pas dangereux pour les Français ou les Européens? Non, c'était dans des niveaux qui étaient suffisamment bas pour qu'il n'y ait pas de problème de santé publique en Europe. Mais pour les chercheurs indépendants sur la radioactivité de la CRIRAD à Valence, ce n'est pas aussi simple. Selon eux, si en Europe, la contamination par le nuage radioactif était très faible, le risque, lui, était bien réel. Les citoyens français ont quand même été exposés à une certaine radioactivité liée à Fukushima par inhalation et par ingestion. Heureusement, on est resté dans des niveaux de dose qui sont, disons, 1000 fois plus faibles que ceux que nous avons subis en 1986 à cause de Tchernobyl. Et c'est pour ça que, pour le territoire français, il n'y a pas eu à produire des recommandations à la population de prendre des pastilles d'iode, par exemple. Par contre, toute dose de radiation supplémentaire augmente les risques. C'est pourquoi il n'est pas possible de dire qu'il n'y aura pas de conséquences éventuelles à très long terme pour la population mondiale en dehors du Japon. Retour au Japon, dans la ville de Minamisoma, à 20 km de Fukushima. Teruo Iwamoto est retraité. Depuis qu'il a 3 ans, il pêche dans les rivières de la région. Pour lui, c'est un mode de vie. C'est son grand-père qui lui a appris. C'est un poisson-chat. Vous pouvez le manger? Non, non. Pourquoi? Parce qu'il est contaminé par les radiations. Sûrement plus de 1000 becquerels. C'est dangereux? Oui. La norme au Japon est de 100 becquerels. Et ici, dans la rivière d'Odagawa, les taux sont à 900 ou 1000 becquerels. Teruo Iwamoto est un spécialiste de la pêche à l'anguille. Un poisson que les Japonais adorent. Mais plus question d'en manger, elles aussi sont hautement radioactives.
De retour chez lui, Teruo Iwamoto les coupe en morceaux pour les faire analyser. Depuis la catastrophe, c'en est fini de sa passion. Vous savez, je pensais vraiment que j'allais commencer à profiter de la vie. Mais juste au moment où j'ai pris ma retraite, cette catastrophe est arrivée. Moi, je ne voulais pas avoir à faire ce genre de choses. Toutes ces mesures de radiation. Vous pourrez consommer à nouveau les poissons de la rivière un jour? Je ne pense pas. Pas de mon vivant, non. Teruo Iwamoto fait ses contrôles de radioactivité spontanément, par devoir, dit-il, pour que les générations futures ne vivent pas à leur tour ce drame qui a détruit les rivières de son enfance et brisé tant de vies. Avec nous sur ce plateau, Philippe Jamet, commissaire de l'ASN, c'est l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire en France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Yannick Rousselet, vous êtes chargé de campagne nucléaire chez Greenpeace et vous rentrez tout juste il y a quelques heures de Fukushima. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux allés sur les lieux de la catastrophe à Fukushima, dans la centrale, rencontrer les habitants. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je me tourne d'abord vers vous, Philippe Jamet. Une image, une rencontre? Eh bien, écoutez, j'ai été à Fukushima 5 semaines après l'accident, dans la première mission internationale qui a été. Et c'est pas tellement la centrale qui m'a le plus frappé, bien qu'elle m'ait beaucoup frappé, c'est la traversée de la zone interdite. Et je crois que le mot qui est dans votre documentaire, qui est « la vie s'arrête », est exactement ce que j'ai ressenti. C'est le silence, c'est une ville fantôme ou des villages fantômes. Vous voyez des écoles, vous voyez des stations-service, vous voyez des supermarchés où il y a encore des voitures garées sur le parking. Et en regardant tout ça, vous savez que plus personne ne pourra retourner à ces endroits pendant au moins un siècle et probablement plusieurs siècles. C'est vraiment tragique. Yannick Rousselet, vous en rentrez tout juste. Qu'est-ce qui vous reste comme image? C'est la même chose. Je pense que ce qui marque le plus, c'est le drame humain. C'est-à-dire, vraiment, évidemment, il y a cette catastrophe technologique, mais ce qu'on ressent très très rapidement, c'est ces familles brisées qui sont séparées, ces gens considérés comme des parias, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce sentiment qu'on a connu avec le sida, c'est-à-dire que lorsque une plaque d'immatriculation de la zone de Fukushima va ailleurs dans le Japon, les gens les regardent de travers, des familles qui ont refusé d'accueillir les leurs parce qu'ils venaient de cette zone de Fukushima. Donc voilà, des mères de famille en pleurent simplement parce qu'elles étaient obligées d'arracher leurs enfants à leur quartier, voilà. Donc on ressent tout d'abord ces vies brisées. Je pense que c'est la première chose qu'on ressent autour de cette zone. Alors, on va revenir aux technologiques, comme vous disiez, à ce qui inquiète sûrement vous qui nous regardez. On a deux experts sur le plateau. Est-ce qu'une catastrophe, un accident majeur, Philippe Jamet, est encore possible aujourd'hui dans la centrale de Fukushima Daiichi? Alors, dans la centrale de Fukushima, il y a 3 réacteurs dont le cœur a fondu, c'est-à-dire que le cœur s'est transformé en une boule de magma très radioactif qui est passée à travers la cuve, dont une partie est tombée sur le plancher en béton de la centrale. Alors, il faut refroidir encore ces cœurs, mais aujourd'hui, toutes les mesures indiquent qu'ils sont solidifiés et que de ce point de vue-là, la situation est stabilisée. En revanche, il y a d'énormes problèmes qui se posent. Pour refroidir ces cœurs, on produit 400 tonnes d'eau radioactive tous les jours, qu'il faut stocker, qu'il faudra peut-être un jour décontaminer. Les Japonais l'essayent, mais ils ont du mal. Et puis, par ailleurs, il faudra démanteler l'ensemble du site. Donc, on est parti dans une opération extrêmement longue. Récupérer ces cœurs fondus sera forcément très difficile. Les technologies n'existent pas encore. Les Japonais ont commencé, TEPCO a commencé à vider les piscines, pour l'instant sans trop de problèmes, mais on ne sait jamais. C'est l'exploitant de Oui, TEPCO est l'exploitant qui exploitait les centrales et qui gère le site. Et puis aussi, tous les systèmes qui ont été installés pour refroidir les cœurs, pour gérer le site, sont des systèmes qui ont tous été installés dans l'urgence, parce qu'il fallait faire face à la crise et qui ne sont pas fiables. Et donc, il y a tout un travail de fiabilisation de ce qui existe. Yannick Rousselet, Monsieur Jamet nous dit que ce sera très long. On n'a pas encore toutes les technologies. Mais pour vous, le risque immédiat, il existe encore ou pas ?
J'ai peu de choses à ajouter sur ce que vient de dire M. Jamet. Clairement, je dirais que l'accident technologique est derrière nous en termes de réaction telle qu'il a pu se produire. Maintenant, il reste devant nous à découvrir exactement où se trouve le corium, ces cœurs fondus, et comment les traiter. Et puis, avec ces quantités phénoménales d'eau à traiter. Voilà. Donc, je dirais qu'on a une catastrophe en cours. Elle n'est pas terminée tout le temps qu'on n'aura pas géré une situation qui n'est pas normale. Mais on a vu ensemble les images dans le reportage, ces techniciens avec ces seaux qui ramassent de l'eau, qui semblent complètement dépassés, non, par la situation. Je crois que c'est vrai qu'on parlait de drame humain pour les populations, mais je pense qu'il faut penser aussi à tous ces travailleurs qui sont sur place. Ils sont face à une situation extraordinairement difficile, hein, et donc on a des gens qui sont dans des conditions de travail très 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 pénibles, très difficiles, et qui finalement, je dirais au jour le jour, essayent de s'adapter face à des situations nouvelles. On est vraiment encore dans une situation accidentelle et qui dure et qui va durer plusieurs dizaines d'années. Alors le gouvernement japonais vous parliez de l'eau qu'on utilise pour refroidir ces réacteurs et qui du coup devient elle-même contaminée, radioactive. Il y a 300 tonnes d'eau contaminée qui rejoindraient l'océan par infiltration dans le sol chaque jour. Enfin, je veux dire, ça continue quand même. Oui, tout à fait. Il y a de l'eau souterraine qui arrive à proximité ou qui lèche les fondations de la centrale, qui se contamine et qui va vers l'océan. Alors, le gouvernement japonais et TEPCO envisagent de faire soit des barrières de glace, soit de pomper de l'eau. Pour l'instant, la décision n'est pas prise, en tout cas à ma connaissance, et ce sera de toute façon un projet pharaonique. C'est vrai qu'on est passé entre une phase d'urgence à chercher maintenant des solutions un peu plus définitives, un peu plus sérieuses, mais malgré tout, je dirais qu'on peut encore parler de bricolage. On est encore dans des situations dans lesquelles on est face à une crise dont on ne sait pas vraiment comment la gérer. Et cette eau, évidemment, qu'on met par en dessus du réacteur, alors qu'on ne sait pas dans quel état, évidemment, est le dessous, fait qu'évidemment, on en perd. Et donc, il y a cette eau qui circule par la nappe phréatique, plus cette eau qu'on met par en dessus et qui va dans l'océan. Donc, évidemment, elle entraîne les particules, elle entraîne de la radioactivité qui, évidemment, part vers l'océan. Alors... on a donc deux spécialistes du nucléaire. Vous connaissez parfaitement bien ce dossier. Les gens se demandent forcément, après l'onde de choc de Fukushima, est-ce que une catastrophe comme celle-là pourrait arriver chez nous? Est-ce qu'on y est préparé? Est-ce que c'est envisageable, un scénario de type Fukushima, Philippe Jamet, dans une des centrales nucléaires françaises? Alors vous parliez d'onde de choc, c'est incontestable que quand nous avons appris ce qui se passait à Fukushima, pour nous, ça a été une onde de choc. L'autorité de sûreté, et évidemment, et même au niveau européen, il y a eu une très forte réaction du type « nous ne pensions pas que ce genre de choses était possible, ou en tout cas nous avions considéré que c'était tellement improbable que ce n'était pas la peine de le prendre en compte. » Et évidemment, au niveau européen, il a été tout de suite décidé qu'il fallait en tirer les leçons pour améliorer nos centrales. Ce que vous nous dites, c'est qu'on n'avait jamais imaginé un tel ou ce type de scénario catastrophe? On a évidemment, les centrales sont dimensionnées et les exigences de l'autorité imposent qu'elles soient dimensionnées pour des séismes, pour des inondations et pour un certain nombre de catastrophes naturelles. Mais ce qui n'avait pas été pris en compte, c'est un cataclysme de cette ampleur-là. Parce que soit on n'y avait pas pensé, soit on avait considéré que c'était tellement improbable, quelque chose qui revient peut-être que tous les millénaires, plusieurs millénaires, qu'effectivement, nous n'avions pas été jusqu'à l'événement extrêmement improbable, mais à conséquences absolument gigantesques. Yannick Rousselet, Fukushima, ça a fait sauter une espèce de tabou sur le nucléaire en France. On ose dire maintenant qu'un accident majeur comme celui-là peut arriver? Je crois qu'évidemment, il y a des tabous qui ont été franchis. Enfin, il y a des barrières qui ont été franchies, mais on est loin des tabous. C'est-à-dire que finalement, je pense que malheureusement, les mois passent et puis on commence à déjà réoublier. Et là, j'en veux aux exploitants, hein, à EDF, à Areva, qui finalement nous dit oui, mais finalement, en France, ça va probablement pas arriver. Et on revient vers des termes probabilistes. Hein. Et là, je pense que d'ailleurs, l'ASN partage notre avis sur la question. Hein. Le président de l'ASN rappelle très souvent qu'il ne faudrait surtout pas oublier. Et je crois quand même que ça, c'est quelque chose qui est important. C'est le temps passe et on risquerait d'oublier. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt. Alors, vous fondez évidemment ce que vous dites sur le rapport. Hein, vous avez fait, Greenpeace a fait sa propre expertise sur les centrales françaises après la catastrophe de Fukushima. Nos points faibles, quels sont-ils? Nous avons des centrales qui sont dans des zones sismiques à risque, hein, véritablement risque sismique, hein, comme à Tricastin. Des zones qui sont inondables, hein, comme à Gravelines, à Blayais ou donc à Tricastin aussi, hein, puisqu'on est en dessous du niveau du
du Rhône, et on pourrait avoir des catastrophes du style de Fukushima si on avait des noyages, perte de l'arrivée de l'énergie. Philippe Jamet, vous êtes d'accord, parce que c'est grave ce que dit M. Rousselet. Vous avez fait vous-même des recommandations dans ce sens, très concrètes, très précises. D'abord, ce n'est pas des recommandations que nous faisons, c'est des exigences qu'on impose aux exploitants. Donc, c'est pas des « vous faites si vous voulez », c'est « nous vous demandons de faire, sinon on arrête la centrale ». Qui sont, par exemple, après Fukushima, très clairement Très clairement, des exemples. Une des leçons tirées de Fukushima, c'est que dans un cas extrême comme celui qui s'est produit, une agression naturelle cataclysmique, ils n'ont pas réussi à injecter de l'eau dans le cœur pour le refroidir. Nous avons imposé aux exploitants d'avoir tous des diesels, des tuyaux, des pompes, pour que même en cas d'accident extrême ou de circonstances extrêmes comme celle de Fukushima, ils puissent refroidir le cœur. C'est-à-dire une alimentation de secours. Oui, mais très surdimensionnée par rapport à toutes les précautions qu'on avait prises jusqu'ici. On leur a imposé également d'avoir un local où les équipes puissent rester, même s'il y avait une fusion du cœur sur un site. On leur a aussi imposé des équipes de secours qui puissent arriver sur les sites, commencer à arriver 12 heures après l'accident et être complètes 24 heures, des espèces de commandos, si vous voulez, spécialisés dans la gestion des accidents graves, avec du matériel pour sauver la centrale. En clair, si on imagine l'équivalent d'un Fukushima en France, nous pensons qu'aujourd'hui, on éviterait la fusion du cœur. Mais ça ne veut pas dire que... Pardonnez-moi, on n'y avait pas pensé avant ? À ce niveau-là, non. Parce que ce que vous nous dites, c'est un quartier général excentré, protégé, des gens qui interviennent très rapidement. Mais qui est protégé, ou en tout cas qui est bunkerisé, non ? C'est une leçon qu'on a tirée du Japon. Ça, on n'y avait pas pensé avant. Tout s'est passé, beaucoup de choses se sont mal passées au Japon. On a quand même tiré un certain nombre de leçons positives, et dont ce centre de crise sur site, protégé à la fois des agressions naturelles, mais aussi des rejets radioactifs en cas d'accident. Et ça, c'est fait aujourd'hui, c'est en cours. Ce que je veux dire, ce qui reste quand même un vrai problème, c'est les délais. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est dans les exigences, d'accord. Mais par exemple, on s'aperçoit que les mesures post-Blayais, c'est-à-dire qu'à la centrale nucléaire de Blayais, il y a eu une inondation en 1999. Les mesures post-Blayais ne sont pas encore finies d'être mises en place. On voit qu'à Gravine, par exemple, plus de 10 ans après, ces mesures ne sont pas encore finies de mettre en place. Alors combien faudra-t-il de temps pour que les mesures post-Fukushima soient mises en place ? Je sais que l'ASN dit qu'elle veut être très exigeante sur ces délais. Simplement, si on prend l'exemple qui a été pris tout de suite, c'est diesel de secours. On sait qu'actuellement, il y a un gros litige entre le fournisseur Alstom et EDF, et que finalement, prions pour que ça n'arrive pas en attendant, parce que pour le moment, ces diesels, ils sont dans l'horizon de plusieurs années. Ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, la France n'est pas prête, ne serait pas prête à affronter une catastrophe de type Fukushima. Aujourd'hui, la France n'est pas prête. Les centrales françaises ne sont absolument pas prêtes à faire face. Les exigences leur permettront. Il est vrai que quand on impose à l'exploitant des programmes dans cette ampleur-là, on ne claque pas dans les doigts et ça n'arrive pas tout de suite. Dans certains cas, on sature les capacités industrielles. C'est-à-dire ce qu'on leur demande ne peut pas être produit avant quelques années ou quelques mois. Là, il y a une deuxième raison, qui était d'ailleurs tout à fait partagée, parce que cette analyse, elle a été faite pas uniquement au niveau français, mais au niveau européen. C'est qu'une chose est très importante, qui est de faire des choses de bonne qualité. Il n'y a pas pire dans la sûreté que de croire qu'on est protégé et de ne pas l'être. Et donc, nous poussons, comme le dit Yannick Rousselet, pour que ça aille le plus vite possible, mais il y a aussi le souci que ça marche. Et ça, c'est vrai que ça nous conduit à accepter des délais un petit peu plus... Il y a un petit message vers nos politiques, c'est qu'ils doivent donner les moyens à l'ASN aussi des sanctions. A priori, ça devrait être dans la loi sur l'énergie. J'espère que ça va venir. Donner des moyens financiers de ressources humaines et de sanctions à l'ASN pour pouvoir faire pression sur les exploitants, ce qui manque notoirement aujourd'hui. Alors, on a vu dans notre reportage ces populations, vous les décriviez, vous les avez rencontrées, qui sont comme pas des sans foi ni loi, mais enfin, en tout cas, ils sont plus désirés dans le reste du Japon. Parlons des populations françaises. Est-ce qu'il y a des exercices d'évacuation ? Est-ce que les gens sont prêts ? Parce qu'au Japon, ils étaient prêts, entre guillemets. Il y avait cette sensibilité au risque, ces exercices d'évacuation, et ils ont été débordés, on l'a vu. Est-ce qu'en France, on est prêt aujourd'hui à évacuer les populations, à les protéger ? Clairement non. Enfin, aujourd'hui, quand on voit nos plans particuliers d'intervention, nos PPI, qui sont encore basés sur une zone de 2 km d'évacuation et 10 de confinement, lorsque, moi je reviens
Fukushima City, à 60 km, on voit aujourd'hui encore des points de contamination extrêmement élevés. On voit bien que les périmètres tels qu'ils sont considérés aujourd'hui ne sont plus adaptés. Alors tout le monde a l'air d'être d'accord, tout le monde a l'air de dire qu'il va falloir rediscuter de tout cela. En attendant, on est 3 ans après. Aujourd'hui, clairement, nous ne sommes pas prêts, en France, à faire face à un accident de cette ampleur. Un exemple, hein, si on plaque le nuage de Fukushima, par exemple, sur une des centrales, il aurait fallu évacuer combien de personnes? Par exemple, il suffirait de mettre juste le nuage de Fukushima sur Cattenom, hein, la centrale nucléaire qui est en Moselle, et puis se poser la question de que fait-on de toute la population du Luxembourg, la totalité du Luxembourg? Où est le territoire pour recevoir ces personnes, ou ces administrations, etc., qui disparaîtraient, hein, juste en faisant plaquer ce nuage de Fukushima sur Cattenom. Aujourd'hui, cette question, elle est posée, elle est encore sur la table, mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à ces questions. Alors, il n'y a pas de réponse, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse opérationnelle aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de travail qui se fasse là-dessus. Il y en a qui se fait évidemment en France via le groupe de travail que préside l'ASN et qui regroupe l'ensemble des groupes concernés, les comités locaux d'information des centrales, les associations, les syndicats, les exploitants. Est-ce qu'on fait des tests d'évacuation, par exemple? Est-ce que est-ce que les gens sont sensibilisés à ce qui pourrait arriver? Alors, c'est une question... Non, on ne fait pas des tests à l'échelle de Fukushima. Ça, c'est complètement clair. Yannick Rousselet a raison. Et il faudra qu'on y arrive. J'irai même un cran plus loin. Il faudra qu'on y arrive au niveau européen. Parce que si vous faites l'exercice qui a été mentionné, et effectivement, on va se retrouver au Luxembourg, probablement un peu en Belgique, un peu en Allemagne. Enfin, et aujourd'hui, il n'y a pas homogénéité au niveau européen sur les mesures qui seraient à prendre, même pas sur l'entraînement pour les faire. Et ça, c'est clair que c'est un des chantiers. Oui. Alors ça, c'est un des chantiers qui est devant nous, qui n'est pas du tout facile, parce que le nucléaire, c'est une prérogative nationale. Chacun l'a développé de son côté, avec ses propres approches, etc. Et donc, homogénéiser, c'est difficile, mais je crois que si nous sommes responsables, c'est indubitablement un chantier qui est devant nous et que nous devons traiter. Alors Yannick Rousselet l'a sous-entendu, l'a même dit très clairement tout à l'heure, il faut le faire, mais à quel prix? On a chiffré tout ça, combien ça va coûter, toutes ces améliorations, Philippe Jamet, demandées à EDF notamment? Le rôle de l'ASN est de formuler des exigences, de leur dire, si vous voulez continuer à exploiter vos centrales, voilà ce qu'il faut faire. Après, il incombe à EDF de faire ses additions, de dire... Vous avez une idée? Pour le post-Fukushima, 10 milliards a été annoncé très récemment par EDF. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a que l'exploitant qui donne des chiffres pour le moment. Personne n'arrive à les contrôler. 10 milliards, déjà, c'est énorme. On a les moyens de faire ça? Là, c'est l'exploitant qui doit le dire. Mais clairement, lorsque aujourd'hui on parle de mesures pour faire durer les réacteurs, plus les mesures post-Fukushima, EDF avance un chiffre de 55 milliards au total sur l'ensemble de ces réacteurs. On a sorti très récemment donc un rapport qui démontre que si vraiment on était sérieux, ça serait nettement supérieur à ces 55 milliards. Maintenant, de fait, le prix du nucléaire tel qu'on nous l'a vendu, le nucléaire pas cher, il est loin derrière nous maintenant, et que ces mesures, si elles étaient mises en place, vont augmenter de manière extrêmement forte le prix du kilowattheure nucléaire demain. Oui, parce que vous disiez, il y a l'énorme post-Fukushima, mais il y a aussi le fait que nos centrales françaises avaient été conçues pour une certaine durée de vie et qu'on arrive aussi au terme de cette durée. Les deux échéances se cumulent. Alors pour l'ASN, ce sont deux choses un peu indépendantes, si vous voulez, pas techniquement, mais dans la manière dont nous le prenons. Actuellement, ce que nous demandons en termes de mesures post-Fukushima, c'est pour aller jusqu'à 40 ans. En revanche, un autre dossier s'ouvre qui est ce que nous demanderons en plus, et ce sera beaucoup, pour aller au-delà de 40 ans. Nous en sommes au début, et la position de l'ASN, c'est que ce n'est pas acquis. Nous ne savons pas si nous autoriserons les centrales aujourd'hui à aller au-delà de 40 ans. Un autre élément revient aussi, c'est celui de la sécurité. Après le 11 septembre 2001, on avait laissé de côté un certain nombre de choses, et puis maintenant on revient à la bunkérisation des piscines. Et il ne serait pas surprenant d'avoir énormément dépensé pour cela aussi. Merci Philippe Jamet, merci Yannick Rousselet de nous avoir fait partager votre expérience et votre expertise sur ce dossier de Fukushima. Merci à vous de votre fidélité. Je vous retrouve le 19 mars prochain pour une nouvelle enquête de Pièces à conviction. Ce sera un document exceptionnel consacré au trafic de drogue. Très bonne fin de soirée sur France 3.